Bonsoir chers téléspectateurs d'Expression et de Label, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous recevons le PDG du groupe Label Télévision et Radio, en la personne de M. Mactar Sylla. Dans la deuxième partie, nous allons vous présenter, après vous avoir parlé de cette réserve d'Akanda que nous avons visitée, et nous allons vous montrer les images. Et nous terminerons avec Innocente par Fatou Diom avec son dernier roman, Les Vers de Sangomar. Monsieur Sylla, bonsoir. Bonsoir et merci de me faire revenir sur ce plateau. Vous connaissez déjà mes compagnons, Innocente Courant. Oui, absolument. Et Souley Agara. Les téléspectateurs vont voir quelques images et ensuite on revient sur le plateau. Alors, c'est M. Mactar Sylla, PDG d'Alabel TV. Mactar Sylla, un brillant intellectuel panafricain. Natif d'un chic quartier de la ville de Dakar au Sénégal, ce fils de Mamadou Sylla, un des plus grands formateurs de l'Afrique occidentale française, AOF, il a enseigné Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, Habib Thiam, ancien premier ministre, entre autres. Mactar Sylla, docteur ès-lettres, angliciste, juriste et communicant, est un brillant universitaire, un chef d'entreprise et expert consultant international. Mactar Sylla fait plusieurs publications dont on peut citer Le Paria du village planétaire ou l'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, nouvelle édition africaine 1994. Le pluralisme télévisuel en Afrique de l'Ouest, état des lieux et perspectives, Panos Institute West Africa 2008. Pour son engagement, ses actions et son parcours, Mactar Sylla a reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République du Sénégal en 1995, Grand Prix de la coopération internationale à Casablanca en 1999, Award du Millennium Excellence au Canada, Trophée de l'URTNA en Nairobi en 1993, Cédar de la diaspora en 2006, etc. Après avoir capitalisé des connaissances profondes et diversifiées dans plusieurs disciplines et doté aujourd'hui d'une expertise mondialement reconnue dans différents domaines d'activité, Mactar Sylla s'est finalement mis au service des médias d'Afrique, de la diaspora et du monde et œuvre également pour le développement de la start-up, notamment en Afrique. Il est actuellement le PDG de Alabel TV. Il est également DG de Conseil MS Consulting et d'Africa Communication et Conseil. Il est aujourd'hui, de par son patriotisme pour l'Afrique, un grand défenseur du continent pour sa place dans les médias du monde et pour le développement de ses territoires à travers l'émergence de la jeunesse et des startups grâce à l'innovation et la création. C'est pour tous ces critères que le jury international des African Leadership Awards a décidé de primer M. Mactar Sylla dans la catégorie Award du meilleur manager. C'est le petit frère. Mesdames, Messieurs, chers invités, tous en vos grades, noms et qualités selon la tradition africaine, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Quand on vous distingue dans un continent de compétences, de talents multiples comme l'Afrique, dans une soirée comme celle-ci, ce n'est pas seulement votre mérite. Parce que je suis sûr et convaincu qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus méritants que moi, mais qui sont dans l'anonymat. J'ai peut-être la chance d'être dans les médias et c'est ce qui me donne peut-être cette visibilité. Mais c'est parce que nous sommes accompagnés. Nous sommes accompagnés professionnellement. Aujourd'hui, au moment où cette cérémonie se déroule, elle est diffusée sur Label Radio Télé. Label TV, c'est la chaîne qui est aujourd'hui leader de la diffusion satellitaire en Afrique, sur 6 satellites, qui couvrent jusqu'à l'Amérique latine. Label TV, aujourd'hui, c'est la première chaîne africaine en venant de l'Afrique sur la TNT en France à la 204 sur France 7. Label TV, aujourd'hui, c'est 50 millions de foyers sur 6 satellites capables de nous capter. Et donc, c'est toute une équipe dirigée par mon directeur général Ousmane Sissé, qui, en direct aujourd'hui de Libreville, est en train de relayer ce signal. Mais last but not least, je terminerai sur ça en disant que c'est également toute la famille affective, biologique, mes enfants, mon épouse Aïda, mon beau-fils, bref, tous ces gens biologiques, certes, mais également tous ces gens qui nous portent dans leur cœur. Monsieur Sylla, vous avez vu en même temps que nous cette cérémonie de remise de trophée à Paris.
Nous ressentons ici une satisfaction immense que de savoir que c'est vous qui l'avez gagné. Ça, on vous demande d'envoyer des photos, des vidéos, c'était vraiment vérifier ce que vous avez dit. Je suis sûr vraiment que est-ce que vous êtes devant la police, entre guillemets, ou est-ce que vous êtes bon. Donc ça a duré 4 mois et demi comme ça. Et que vous savez pertinemment, y compris de ce jour même, quand vous avez dans la salle des gens comme Robert Hue, qui a été quand même le président du Parti communiste français, qui a été 2 fois candidat aux présidentielles françaises, qui le 18 novembre dernier a été décoré de la Légion d'honneur parmi les 4 maires de France par le président Macron. Quand vous avez dans une salle comme ça une dame comme Mme Abdou Karim, qui est connue comme étant une épidémiologiste de premier rang, de rang mondial, notamment pour le dépistage au niveau des femmes. Quand vous avez des gens de cette qualité-là dans la salle, le Premier ministre Seydou Dalein Diallo, et les absents qui sont pas là. Quand vous savez que dans vos propres pays, dans chacun des pays africains considérés, quand vous avez des gens comme, je ne sais pas, Dangote, et vous avez d'autres gens qui sont des Sud-Africains, Oppenhauer, etc. Et qu'on vous dit, c'est de faire ça comme ça, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité et de modestie, en disant que c'est un choix à un moment déterminé, que les gens mettent sur votre personne, et comme je le dis par la volonté de Dieu, il ne faut pas sortir de là en disant oui, je suis le meilleur, en se tapant les trucs, comme je disais, comme King Kong, en pensant que vous êtes. Mais également vous dire que si vous êtes arrivé, quels que soient les projets que vous avez, quelles que soient vos ambitions, si vous n'avez pas des gens qui le mettent en musique, même si vous êtes un chef d'orchestre, s'il n'y a pas les musiciens, ça ne marchera pas. Donc, à ce moment précis, j'ai eu une pensée pour toutes ces personnes et toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien, tant d'un point de vue privé que public, etc., que professionnel, sans lesquels on n'aurait pas parlé de ces choses-là. Donc, c'est un mélange vraiment de sentiments, mais en même temps une interpellation, en me disant, voilà, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui font attention à ce que nous faisons, il nous faut toujours faire plus et mieux. Avant la remise de ce trophée, pensiez-vous être lauréat? Enfin, c'est un jeu ouvert. Moi, en tout cas, j'avais pris l'engagement en leur disant, parce que même dans la dernière, que de type d'événements comme ça, il faut que nous soyons à une chaîne voilà, c'est un grand événement. Voilà, oui, mais qui les diffuse quand même. Et il y en a d'autres. Il faut qu'on le diffuse. Il faut qu'on montre ces Africains qui font bouger. Je ne pensais même pas être dominé à quoi que ce soit, parce que moi, je ne m'attends pas à ces choses-là. J'ai été sollicité plusieurs fois dans les trucs qui sont payants. Au fait, je ne suis pas dans cette logique-là, ni de recherche de décoration, ni d'honneur, ni de quoi que ce soit. Je fais des trucs selon des convictions et tout. Et ce n'est pas la première fois que j'ai eu des. Ça, c'est un trophée parmi une vingtaine. Wow. Je peux te considérer que le premier trophée pratiquement que j'ai eu, à l'âge de 16 ans, j'ai gagné un concours international qui m'a amené en Suisse, où j'ai été à l'époque reçu par le président de la Confédération suisse pendant 2 semaines. Donc, je peux citer d'autres exemples. À Marrakech, pratiquement sur tous les continents. J'ai été décoré au Kenya pour service rendu à la télévision africaine. Et l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est le Ghana. En 1999, j'ai fait partie des 5 top managers, foreign managers, comme ils disent, du Ghana. Et j'étais venu au Ghana, c'était la société Worldspace, dans un contexte particulier, où notre société était indexée comme finançant l'opposant qui voulait se présenter contre le président Rawlings, avec des preuves que la société, via les gens qui étaient localement et qui étaient les frères du candidat potentiel, finançait cette société. Et on m'amène là-bas en me disant, en 6 mois, en me disant, de remettre de l'ordre, comme une sorte, entre guillemets, de sauveur. Oui. En 6 mois, j'ai redressé la situation. Les gens qu'il fallait partir, je les ai fait partir en respectant les droits de certains, d'aucuns en me mettant face à eux. Et en 6 mois, je faisais partie des 5 top managers du Ghana dans un pays où vous avez des trucs comme Can Merchant Bank, etc., des organismes qui étaient beaucoup plus prestigieux. Est-ce qu'il ne faudra pas écrire? Parce que ce récit d'expérience, c'est déjà une grande leçon. Oui, enfin, moi d'ailleurs, c'est eux qui, dans le reportage qu'ils ont fait, qui m'ont rappelé d'ailleurs certains épisodes comme ça. J'en oublie même les prix. En 2006, j'ai été cédar de la diaspora au Sénégal. Les cédars, c'est les 100 top personnalités du Sénégal, et j'étais finaliste parmi les 10. Et c'est une de mes soeurs, je revenais de la Mecque, c'est une de mes soeurs qui allait le prendre. Je n'ai jamais rien demandé de ce point de vue. Je ne suis candidat à absolument rien. Je fais ce que j'ai à faire. J'essaie de m'entourer des meilleures personnes. Je vais jusqu'au bout de mes passions et de mes équipes. Et advienne que pourra. L'essentiel, c'est d'être type avec sa conscience et de se rendre utile à sa communauté. De toute façon, on reviendra sur l'écriture. Mais est-ce qu'on peut savoir quels sont les critères d'attribution de ce trophée, ce prix? Le président Baye Diop l'a dit et ils ont annoncé la couleur clairement. D'abord, c'est l'excellence, les compétences, le courage, la bravoure, la capacité à mener des organisations, à impulser, innover, à créer de la plus-value, à offrir des emplois aux jeunes, à offrir des perspectives, à innover. Donc c'est un ensemble, c'est véritablement comme il le disait c'est une alchimie.
d'éléments et de critères sur la base duquel le comité scientifique qui a été donc présidé par un professeur de l'université camerounais, avec d'autres composants, je ne les connais pas, puisque nous ne sommes pas supposés savoir qui le compose d'une manière ou d'une autre, ont bâti leurs critères en examinant pratiquement peut-être toute une carrière, avec les pompiers, en vérifiant, en parlant certainement, parce que même moi dans le reportage, j'ai été surpris de voir certaines choses qu'ils ont dites. De mon père qui a enseigné et éduqué le président Ouad, etc. Exact. Donc un ensemble de choses qui font que, bon, voilà, vous les redoublez un peu en sachant que ces gens-là sont allés vraiment fouiner. Et que je pense que ce n'est pas un truc ponctuel, je pense que c'est toute une carrière qu'ils ont voulu servir en exemple, peut-être, je ne pense même pas à des compétiteurs, mais à la jeunesse. Ce n'est pas un truc entre nous qui étions là nominés, comme chacun d'entre nous aurait pu le faire. Moi, je serais peut-être membre du jury, peut-être que ce serait Mme Abdou Karim que j'aurais nominé, ou un tout jeune qui a le SP, qui est une société de production et de garde rapprochée en France, Yatara, mais qui fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc., et qui se bat dans un contexte comme ça, comme l'Occident, ou bien le Malien qui ne parle même pas français, parce qu'il a parlé dans sa langue nationale et ça a été traduit, qui emploie 4000 personnes et 2000 personnes de manière indirecte, 68 produits qu'il fait, qui sont vendus aujourd'hui, y compris en Europe, et qui concurrencent un certain nombre de trucs en matière alimentaire, et qui a commencé à par une petite étape dans un marché. Donc voilà quoi, je pense qu'il faut tout relativiser. L'essentiel c'est de servir d'exemple et qu'on essaie tous de nous hisser par le haut. Est-ce que ce prix ne vous donne pas un peu plus de responsabilité? Oui, chaque fois, voilà, vous vous dites que bon, je suis scruté, je suis observé, il faut que je continue à être un exemple, il faut que je donne, que je concrétise, continuer à progresser. À progresser, et surtout, au-delà de ma personne, c'est essayer vraiment de remettre le témoin et le relais à la génération qui est là. C'est ce que nous essayons de faire ici avec des jeunes en encadrant, etc. Tout ça. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir la vie. Nous avons eu la chance, sans avoir fait de concours ou sans avoir mérité quoi que ce soit, d'avoir accédé à des postes de responsabilité. Il faut à notre tour aussi qu'on essaie de tirer les autres par le haut. Moi, c'est ma philosophie, c'est ce que j'essaie de faire. En 1994, vous avez publié un ouvrage sur l'Afrique intitulé Le Paria. En 2008 aussi, c'était un ouvrage intitulé, cette fois-ci, Le pluralisme télévisuel en Afrique. En Afrique de l'Ouest, plus précisément. Alors nous aimerions bien, nous sommes une émission culturelle bien sûr, à dominante littéraire. Nous voulons scruter ce qui concerne maintenant le littéraire. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai, je suis profondément littéraire, ça c'est vrai. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles. Je suis un des animateurs et disciples de Léopold Sédar Senghor, de Jean-Paul Sartre, Georges Pompidou, qui ont eu ce parcours, Souleymane Bachir Diagne, je pense, c'était bon, quelques-uns d'autres parmi les cagneux, les plus connus. Donc nous sommes des bêtes à concours et voilà, c'est le truc sur le guidon, c'est l'excellence, c'est l'organisation, c'est la méthode, c'est pourquoi il y a aussi cette discipline, cette rigueur d'abord que je prends de mon père. Quand vous étiez, le président Ouad, je l'ai raconté une fois au Théâtre Sorano, qui disait qu'il a été premier ex-aequo, il a eu la bastonnade de sa vie par mon père. Effectivement, c'était ça. Moi, toute ma carrière, c'est être premier. J'ai été formaté par mon éducation, j'allais dire paternelle également, au niveau des classes préparatoires aux grandes écoles, ou un parcours sans faute. Donc quand vous êtes dans ce truc-là, ensuite je suis membre de la Société des gens de lettres en France depuis 1982. Donc dès que j'ai eu mon doctorat, je suis également membre de la Société civile des auteurs multimédia de France depuis la même période, etc. Donc ça vous oblige à écrire non seulement les livres comme Le Paria du village planétaire ou d'autres, mais également j'ai préfacé pas mal de livres, d'ailleurs de mon jeune frère qui est professeur de sciences politiques entre Lille et l'Université Gaston Berger de Dakar, sur communiquer, l'art de coudre et dans des cours, c'est moi qui ai fait la préface. Le professeur Daouda Mougiama du Gabon, ou un soudure dans la NAS, c'est moi qui ai fait la préface, qui est une réponse à Pierre Payan, etc. Donc j'ai effectivement, la télévision ne permet pas d'écrire autant que je le voudrais, peut-être un jour, je ne sais pas si c'est moi ou c'est d'autres qui devront le faire, mais je pense que l'écriture est quelque chose de fondamental et d'important. Mais l'écriture aussi, elle est aujourd'hui audiovisuelle et l'émission que vous faites participe à cela. Et vos écrits là, ces deux écrits là, ces deux ouvrages là, qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui? Quelle ampleur ça prend aujourd'hui? Oui, pour le premier, en tout cas c'était le premier, il est devenu un grand mensonge.
Parce que à l'époque c'était une vérité, je l'avais appelé le paria du village planétaire et l'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, qui était absente de tout. Aujourd'hui, l'Afrique est présente partout. Il y a plus de, je sais pas, 500 000 ou 500 à 1000 signaux africains qui sont sur le satellite. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, je m'en réjouis très fortement. Mais bon, ça, c'était il y a à peu près 25 ans, un quart de siècle. Bravo. Bon, pour l'autre, sur le pluralisme télévisuel en Afrique du Sud, il est encore d'actualité. Il est encore d'actualité. Et ça, c'était un livre de commande de l'Institut Panos, en version française et en version anglaise. Donc, qui couvre presque toute l'Afrique de l'Ouest, 16 à 17 pays. Mais ça a évolué quand même. Hein. Ça a évolué, absolument. La situation a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué et il y a des choses sur lesquelles nous avions également anticipé. Est-ce que, M. Silla, est-ce que vous sentez que tout le monde a compris la signification de ce trophée et que vous devez davantage être soutenu par les investisseurs? En tout cas, moi, avant de venir à ce début, j'ai regardé mon compte LinkedIn. J'ai fait à plus de 4000 et quelques réactions. Ah. Et sur les réactions, pas de réactions africaines. Enfin, il y a des réactions africaines parce que je pense que c'est le groupe Sonatel au Sénégal qui est en tête. Celui d'Orange, il y a la Société Générale, donc des grands groupes bancaires comme ça qui ont regardé. J'ai vu qu'il y a des investisseurs qui ont regardé, des chefs d'entreprise, des fondateurs, tout ça. Donc, beaucoup en région parisienne, près de 200 et quelques, plus de près, environ autour de 300. Aux États-Unis, il y en a un peu partout au Canada, etc., qui ont regardé, qui ont réagi. Je dis non seulement moi, mais je dis de manière générale, c'est une philosophie globale et une activité qu'il faut avoir. Il faut que les Africains essaient d'appuyer et de créer des champions dans tous les secteurs. Quand quelqu'un dans son domaine excelle, il faut essayer de le pousser vers le haut, de l'accompagner pour qu'on ait de véritables champions. Comme le fait par exemple le Maroc avec l'OCP, l'Office européen des phosphates, qui est le leader mondial avec plus de 80% du marché des phosphates. Comme aujourd'hui, ils ont un pays comme le Gabon, où la BGFI aujourd'hui est parmi les premières banques d'Afrique francophone. C'est comme le fait l'Éthiopie avec Ethiopian Airlines, qui est l'une des plus grandes compagnies aujourd'hui, je ne dis pas du continent, mais du monde, etc., etc. Donc je pense qu'il faut, quand on a des champions nationaux, il faut leur faire confiance, il faut les pousser par le haut. Mais nous avons souvent un complexe de l'Occident. Nous sommes plus aptes et prompts et disposés à appuyer des gens de l'Occident qu'à appuyer d'autres. Je ne voudrais pas fâcher qui que ce soit, donner des exemples, mais dire que nous, si nous avions quelque part la moitié des soutiens qu'on fait à certains médias et qui sont faits par des pays africains, on n'en parlerait pas. Quand on est devenu la chaîne qui couvre le mieux le continent africain, c'est avec l'assistance d'absolument personne. C'est par nos efforts personnels. Et donc, c'est vrai, la situation aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, on est à 15%, ou maximum 20% de ce que nous voudrions et de ce que nous pourrions faire. Et c'est un accompagnement. Des budgets existent, mais on est plus prompt à les mettre ailleurs, sans qu'il y ait d'ailleurs l'impact souhaité, que de les mettre dans des trucs sud-africains. Pas seulement pour notre propre paroisse, moi je prêche pour tout le monde. Exact. Dans le BTP, que ce soit dans les transports, que ce soit quand il y a des Africains qui excellent, il faut les mettre. Tous les autres pays le font comme ça. On commence par ces nations. La préférence nationale est une réalité. Ensuite, on s'étend aux autres, mais en ayant des exigences de qualité, de performance et de résultats. Je vais quand même, en dépit de tout, faire une critique négative d'une situation qui me rend triste tout le temps. Et c'est une tare qu'on partage avec l'Occident cette fois-ci, parce que tout simplement, j'ai vu que quand, par exemple, Montagnier a découvert le virus du sida, personne n'en a parlé. La France devient champion du monde, on envahit les Champs-Élysées. Je me sens dans la même situation avec vous. On a un trophée international, un trophée continental, et puis voilà, moi je ne sens pas qu'on en parle vraiment. Mais si toutefois il y avait eu 2 pelés, 3 tondus qui tapent sur un ballon, les rues seraient remplies de monde, il y aurait de la poussière partout. Il faut qu'on commence à sérier les priorités pour l'Afrique. Il faut qu'on commence à revenir aux vraies valeurs et à récompenser les vrais trophées, à récompenser les vrais champions justement. Voilà. Et moi, c'était un cri du cœur pour montrer comment partout on est dans le divertissement, on est dans le superficiel, et quand c'est important, on ne voit plus personne. Qu'est-ce qui a intérêt à investir dans la communication? Les individus, les personnes morales, les sociétés, les États, qui? Pour la sortie, le cri du cœur, vraiment, encore là, c'est pas un truc personnel. C'est ce que je pense, ça rejoint ce que je disais. Honnêtement, je vous dis, quand j'ai rencontré ce jeune qui fait la protection, dans le domaine de la protection, c'est difficile, la sécurité, des personnes qui gardent et tout, mais qui le fait à un niveau d'expert et de professionnalisme. Quand on voit
ce Malien dont je parle, quand on voit cette dame, qui la connaît en dehors de l'Afrique du Sud, tout le travail qu'il faut, etc. Nous sommes plus prompts à mettre en orbite des gens qui sont. Et ça, c'est un peu le complexe de l'Africain. Et ce complexe, il faut décomplexer. Il ne faut pas de complexe ni dans un sens ni dans un autre, mais il faut mettre en valeur. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous. Combien de portraits de gens, ce que fait Charlie Tchatch, ce que vous faites en invitant des gens, combien de gens avons-nous sorti de l'ombre, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à une masse critique. Il faut que ce soit un réflexe. Quand c'est bon, montrons les gens de valeur, valorisons dans tous les domaines. Maintenant, qui a intérêt à investir? Quand l'industrie de la communication au niveau mondial rapporte plus que l'industrie automobile mondiale. Wow. Mais encore là, c'est le problème, c'est le dilemme africain. C'est inquiétant. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Mais pourquoi en Afrique? Oui, c'est ça. Mais quand vous prenez les Google, vous prenez les grandes compagnies, je ne vais pas les citer, les grandes agences de publicité, et ils font des chiffres d'affaires quelquefois qui font le chiffre d'affaires annuel de l'agence pratiquement qui fait le plus grand chiffre. Si vous prenez le budget du Gabon, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire réunis, son chiffre d'affaires annuel le dépasse. Donc en termes de rentabilité possible, c'est ça. Qui aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on a, pour faire les études sur l'auditoire par exemple, qui n'intègrent quelquefois pas les aspects sociologiques et sociologiques africains, on fait appel toujours aux grandes agences internationales. Aujourd'hui, quand vous faites une étude, vous demandez aux gens, avez-vous un téléviseur? Ils disent non. Vous posez des questions sur telle télévision, expression qu'ils ont passée. Ah, expression, très bien, la dame là, elle savait bien, on aime bien le truc parce qu'il a mis son tengado, on aime bien. Et vous dites, mais attendez, il raconte quoi là? Il n'a pas de téléviseur et il parle d'une émission. Oui, en Afrique, on peut ne pas avoir de téléviseur parce qu'on peut aller non seulement regarder la télévision chez le voisin, on peut y passer la nuit, on peut y manger, on peut y rester une semaine sans être invité. Et ça, dans les approches méthodologiques et d'approche de l'auditoire et du téléauditoire, sont des choses qui sont importantes. Donc, il faut véritablement, je pense, que les gens se rendent compte que dans le domaine de la communication, pas seulement de la téléphonie, puisque ça en fait partie, des télécoms, de manière globale, dans la production de contenu, il y a de l'argent. Mais quand c'est des Africains, on leur donne un budget minimal. Quand c'est des Européens, quelquefois, il y a de ces factures, si vous les voyez. Mais vous avez une seule facture comme ça, peut-être vous pouvez rester 10 ans sans travailler. Et c'est ça le paradoxe africain. Alors que faire pour redynamiser le mécénat en Afrique, dans nos pays? Il y a des gens qui essayent. Il y a vraiment des gens qui essaient d'accompagner. Il y a des initiatives qui se développent. Voilà. Et il faudrait véritablement que les gens prennent de plus en plus conscience et qu'ils se rendent compte absolument qu'il est très important aujourd'hui d'investir dans la communication. Parce que les modes de domination modernes aujourd'hui vont de plus en plus se faire par le biais de la communication, par le biais des contenus. Par le biais de la communication. Absolument. C'est comme ça qu'on façonne les consciences, c'est comme ça qu'on accrédite les idées, qu'on accrédite les thèses et qu'on impose son diktat d'une manière ou d'une autre. Oui. Celui qui contrôle les communications, les contenus, impose son diktat. Combien de chaînes en Afrique font des émissions de ce genre qui mettent en exergue, j'allais dire, la créativité, le savoir-faire, qui permettent d'avoir des débats, il faut style contradictoire, etc. Non, on n'est plus prêt à prendre des telenovelas, à prendre des trucs comme ça, quoique ça change d'ailleurs, puisque aujourd'hui les sitcoms se développent, Nollywood se développe, etc., etc. Donc véritablement, je crois qu'il faut tout revisiter. Il faut que l'Afrique, au-delà de la communication, se fixe des priorités et sache que nous avons véritablement des atouts majeurs. Et les atouts majeurs, c'est notre culture, ce sont nos hommes, ce sont nos compétences. Et les hommes, les compétences, ce n'est pas des gens qui sont des lettrés comme nous, qui ont fait, comme tout à l'heure, je parlais des tout ça. Non, c'est le savoir-faire. C'est ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques. Oui. C'est la capacité de faire, la capacité de prendre en charge, la capacité d'impulser, de transformer. Et ça, quelquefois, on n'a pas besoin de sortir des grandes écoles. Monsieur Silla, merci pour ce cours que vous nous donnez. Dernière question, quelles sont globalement les perspectives pour que la label continue à rester au firmament de la communication? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être voilà, justement au sommet avec les autres pays, label bien sûr, mais avec les autres pays, avec les autres peuples? Ce que les autres gouvernements, les États, beaucoup d'affaires font avec beaucoup de médias au niveau international, comme je dis, s'ils faisaient le 10e de ce qu'ils font pour ces médias, s'ils le faisaient pour label, on constituerait rapidement le plus grand groupe audiovisuel du continent et l'un de ceux qui comptent au niveau du monde aujourd'hui. Parce que ce n'était pas évident de dire que nous sommes la chaîne qui dit le ténor de la diffusion satellitaire en Afrique. C'était peut-être même un peu prétentieux de dire qu'on pouvait le faire.
Parce que je crois que les Africains ils ont besoin qu'on leur démontre des choses, qu'on leur montre que c'est possible. Une fois qu'on l'a montré, qu'on a démontré, là, ils commencent à avoir confiance et ils peuvent venir. Donc également, bon, je suis membre du Club des investisseurs du Sénégal, je me réjouis puisque opté, et qui commence à ces jeudi de l'entreprise la semaine prochaine. Effectivement, je crois que ça peut être également un moyen de financement. Il faudra effectivement à un moment, effectivement, que nous essayons de nous ouvrir à d'autres. Mais au départ, quand vous vous ouvrez, vous êtes dans une structure, société anonyme, etc., qui est derrière, qui fait quoi, etc. Mais quand vous avez fait vos preuves pendant 3-4 ans, que vous avez montré comment vous peinez, comment vous avez du mal à boucler vos fins du mois, à faire tout ça, les gens se disent, ah oui, il est tout seul, etc. Mais justement, il faut plus qu'on soit tout seul. On ne le fait pas pour gagner de l'argent. On le fait, comme je dis, parce que c'est nécessaire et c'est utile. Dans le monde actuel, il faut que l'Afrique ait ses boulevards d'expression et ses outils, ses plateformes d'expression. Surtout d'un point de vue technologique, d'un point de vue audiovisuel et tout. Donc c'est pas un truc de propriété, etc. Il faut que les gens qui croient que c'est utile, que c'est bon. Non pas seulement pour la belle, parce qu'il y a d'autres expériences qui se font, qu'ils le fassent. Que les gens sachent que quand il y a un jeune à qui on peut donner 1 million de francs parce qu'il commence à faire son truc d'artisanat, de menuiserie, etc. Quand il donne ce million-là, ça peut l'aider à être dans 5-10 ans un grand patron. Parce que j'ai eu des exemples comme ça. Des gens qui sont partis pratiquement de rien. Et qui sont devenus aujourd'hui des employés de près de 500 et quelques personnes. C'est ce que j'appelle moi le développement par l'eau. Il faut cette solidarité-là. Il faut que les Africains aient confiance aux Africains et aident les Africains à avancer, à aller de l'avant pour le bien-être du continent. Est-ce qu'il ne faut pas rappeler aux gens que vous êtes la chaîne qui est couverte par 5-6 satellites, je crois satellites. Et également, on est suivi virtuellement par combien de millions de personnes? Si on paie les 6 satellites, toutes les personnes, quand on dit satellite, parce que quelquefois vous pouvez dire vous êtes sur satellite et vous êtes crypté. Nous, on n'est pas crypté. Ça veut dire que toute personne qui a une antenne de 60 cm, il y a près de 50 millions de foyers à l'heure actuelle qui peuvent accéder à notre signal. Aussi bien en Afrique qu'en Europe, au Moyen-Orient, partout. Nous sommes la seule chaîne africaine aujourd'hui en provenance d'Afrique sur la TNT en France, sur France 4 à la 204. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, en termes de reach, de visibilité, de tout ça. Et pour nous, c'était important de dire que quand on dit qu'on est panafricain, il faut le démontrer. Par sa position géographique, dans son personnel, il faut le démontrer. Dans sa position, j'allais dire, de couverture de l'ensemble du continent, nous sommes les seuls à le couvrir de cette manière-là. Ça, c'est une réalité. Mais c'est difficile, extrêmement difficile, malgré les facilités que je peux avoir, de la confiance des gens dont je suis entrepreneur depuis près de... Je suis dans ce métier depuis bientôt 38 ans. Donc 28 à des postes de direction, c'est ça qui me permet d'avoir des choses que personne ne peut. Aujourd'hui, si vous voyez la série qui est diffusée, qu'on voit Windec. Windec, ouais. Mais rares sont les télévisions africaines qui peuvent se permettre de payer Windec, je ne donnerai pas les prix. Comment je l'ai eu moi? Moi, je n'ai pas payé. C'est par la confiance de celui qui a les droits qui me dit, c'est ma manière de t'aider, de t'appuyer. Les gens vont se dire, mais comment il a fait pour avoir ça? Ainsi de suite. Donc c'est petit, je mets tout ça en termes d'acquis, des choses que les gens nous donnent, etc. Mais c'est un élan extraordinaire. Mais il faut que le cercle s'élargisse. Ouais. En fait, je vous ai posé cette question pour repréciser aux gens parce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a une visibilité de Label TV suivi par 25 millions de personnes. Moi, pour moi, normalement, ceux qui ont des publicités à faire, des informations, mais devraient se bousculer au portillon de Label. Voilà pourquoi je ne comprends pas. C'est juste pour cela que j'ai posé cette question-là. Ça viendra. Voilà, monsieur Silla, félicitations encore une fois de plus pour ce trophée. C'est moi qui vous remercie et vous félicite. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, seul on ne peut rien faire. Et quelquefois, ce sont quand je me dis les gens qui vous accompagnent. Mais vous en faites effectivement partie. Quand on est parti, l'émission atteint ça, c'était quoi et tout, mais ce n'était pas comme ça. Dans des contextes contraignants et tout. Cette participation-là, humaine, tout ça, elle n'a pas de prix. Et c'est ça qui permet. Et c'est ça, moi, quelquefois, qui me booste. En me disant, j'ai cette responsabilité-là de ces gens qui font comme moi, qui y croient, qui m'accompagnent, quelles que soient les difficultés. Également, comme je le dis, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la foi. Je dis ce que j'ai envie de faire pour l'Afrique, ce que j'ai envie de faire pour les gens qui sont avec moi. Dieu qui sait chacun dans nous ce qu'il a dans son cœur et dans sa tête, le sait. Et comme il le sait, je suis sûr que nous réussirons tous ensemble. Et nous également, nous allons foncer comme vous. Et voilà, tête baissée avec de la lucidité quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission après une petite pause.
Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Nous avions promis la dernière fois de vous montrer justement ces lieux paradisiaques, cet espace qui est une aire protégée, un poumon, de l'oxygène à 20 minutes de Libreville. Justement, nous nous sommes rendus dans cet espace-là. Aujourd'hui, nous sommes à Akanda, comme promis, à la réserve Raponda Walker. Nous allons découvrir, n'est-ce pas, ce circuit-là. Vous avez vu le circuit, la forêt gabonaise, avec toutes les essences. Et visite guidée, découverte. Nous sommes déjà à l'entrée, vous avez vu, il y a une barrière qui délimite le début du circuit, n'est-ce pas? Il y a plusieurs circuits, vous avez vu, comme vous avez vu sur le tableau tout à l'heure. Un bel espace, regardez, c'est couvert. Hein, la voûte céleste, on ne la voit pas, c'est couvert, c'est très beau. Et moi, je me sens déjà très loin de la ville. On se sent déjà en pleine nature dans ce bel espace-là. Qu'est la réserve Raponda Walker. On va passer par là, on n'a pas besoin de fouet ni de rien à la Indiana Jones, mais c'est très beau, on découvre l'espace. Faire le pont et en plus ça fait un parcours un peu sportif, hein, où on peut respirer. Voilà, certains devraient commencer par venir là, se préparer mentalement avant d'aller faire les marathons et autres, se plonger dans cette nature. On a aussi le choix. On peut venir pendant la saison sèche, où il n'y a pas ces cours d'eau. Voilà, où c'est sec, pour ceux qui ont peur de se tremper les pieds, etc. Mais la saison de pluie, ça fait vraiment le temps qu'il faut. Vous entendez le cri des oiseaux. Vous les entendez, hein, voilà, c'est très beau. On va continuer. Les essences, c'est devant. C'est plus loin devant qu'on verra les essences. Et puis, il se peut pendant le trajet, on rencontre des bestioles. Maintenant, ceux qui ont peur de se mouiller les pieds, en faisant des pieds, ils peuvent marcher sur des bouts de bois découpés pour protéger les gens qui n'ont pas envie de se mouiller les pieds. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est très beau, c'est la nature, on y va, même s'il faut se mouiller, c'est ce qu'il faut chercher. Et on va arriver au croisement où il y a un tableau qui indique les circuits. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à découvrir les essences qui ont été cataloguées par les gardes forestiers, par les éco-gardes, et probablement également des bestioles, de petites bêtes qu'on verra comme ça, qui sont endémiques, qui sont des bêtes qui vivent dans cette zone-là. Voilà. Vous découvrez en même temps que moi le circuit maintenant, c'est là où commence le circuit sur lequel on a mis catalogué les arbres, les essences. Et vous voyez le tableau qui est là, et à côté de ce tableau d'ailleurs, les indications vers la sortie, vers la cascade, justement les indications pour ne pas se perdre et trouver les circuits. Alors, ou vous venez seul, ou vous venez en couple, ou vous venez avec les enfants, mais on a le choix. Avec bien sûr un règlement, parce que c'est une aire protégée, 39 espèces endémiques d'arbres et de plantes de sous-bois, 12 km de circuit. Ne jetez pas vos ordures, des poubelles sont prévues, tenez votre chien en laisse, ne ramassez rien, ne coupez rien, parce que c'est ça la préoccupation. On ne doit rien ramasser, on ne doit pas couper. Ce qui se passe. Voilà les circuits, on va le faire ensemble et puis vous allez au fur et à mesure découvrir justement les essences. Ozuga avec des noms scientifiques, voilà, c'est là, c'est ce qu'on voit devant nous, au-dessus, majestueux, voilà l'Ozuga. Parce qu'ils ont atteint un âge où c'est la fin de leur vie, ils tombent sur le sentier, la piste, donc ils les nettoient, ils les mettent de côté, etc. C'est vraiment un endroit protégé, un endroit surveillé. Voilà une autre essence, Andok, et le nom Odika, avec, je ne vais pas m'aventurer à lire le nom, Irvingia gabonensis. Il y a des poubelles, effectivement, des sacs à ordures pour éviter que les gens, justement, gardent cet espace-là tel qu'il est. Voilà. La marque de l'homme, c'est juste les passages, les espaces pour marcher. On
on ne touche à rien, on peut juste regarder, admirer, quelquefois peut toucher de la main, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Et moi je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit, c'est très beau que de voir ça, de respirer cette nature à plein poumon. Voilà, c'est l'osigo, il me semble que c'est une autre variante de l'osigo Dacryodes Neri. Voilà. Quand on parle du Gabon, l'Okoumé, cet arbre majestueux et avec les racines implantées dans la profondeur du sol. Alors tout à l'heure, on a vu un éco-guide qui nous parlait de compétition saine. Et comme dans une salle de classe, une compétition saine. Mais ce sont justement les arbres qui remplissent les conditions, qui se battent et qui s'installent. Un arbre après un autre, etc. Et les espèces qui tiennent le plus, ce sont ces espèces-là qui poussent et qui occupent cet espace-là. Voilà, quand il parle de compétition, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette compétition-là qui crée cette diversité solide qui résiste aux intempéries, à tout. Voilà. Il y a la possibilité de continuer par là, de prendre le circuit à 4 km. Nous allons continuer à garder notre circuit de 1,2 km et c'est par là. On va continuer notre Zoga, Sacoglottis gabonensis. Okume, Aukumeya, Kleneana. Bon. Ils ont la possibilité de s'asseoir, de respirer l'air et les déchets de les mettre là. Donc ce parcours-là est jalonné de ce genre d'espace qui permet aux gens, cet espace-là qui permet aux gens, ou des espaces qui permettent à tout le monde de s'asseoir, de souffler, d'admirer la nature, de regarder et avant de repartir. Reprendre son souffle et repartir. Voilà. Et nous allons continuer parce que nous nous sentons en fond. Voilà. Et voilà la suite du circuit. Voilà. On va y aller, on va continuer. Voilà, nous sommes en train de monter pour aller vers la cascade. Il faut un petit effort, la cascade se mérite quand même. Voilà, c'est une montée et au bout de cette montée-là, la récompense, la cascade et cet espace où les gens peuvent rester pique-niquer en vivant dans cette nature luxuriante et toute belle. Voilà, on y va. Dans une cascade direct bas. Cascade direct, espace beaucoup là. Pas un espace, bon, on a l'unité de nous. Ah, ouais. Voilà Moussa, récompense suprême. On est arrivé dans le lieu dit la cascade. On est arrivé dans le lieu dit la cascade. Comme vous voyez là, c'est de l'eau de pluie, l'eau de ruissellement de la pluie qui continue là-bas, hein, où on peut se rafraîchir. Mais on n'est pas en tenue pour se rafraîchir là et rentrer dans cette eau-là. Mais quand on arrive là, on sent une forme de fraîcheur. Et juste à côté, justement, il y a ce grand espace-là où les gens peuvent pique-niquer. Hein, et venir là, au besoin, se laver les mains, se laver le visage. Et peut-être faire trempette un peu s'ils en ont envie. Voilà. Et l'eau est propre. D'après les éco-gardes, il n'y a pas de souci concernant cette eau-là. On est dans cet espace-là. Cet espace, vous avez vu, naturel, où ça a été aménagé et les gens peuvent pique-niquer là. Ils peuvent s'asseoir, pique-niquer. Il y a des tables qui sont prévues pour ça. Réfléchir. Oublier définitivement la ville. Oublier les bruits de Libreville. Et je suppose qu'il y a des coins comme ça un peu partout en Afrique centrale et sûrement dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, etc. De beaux espaces comme ça où c'est très beau, où on peut s'oublier, vivre comme sûrement les hommes de la forêt. On redevient un homme de la forêt.
Voilà. Et comme je l'ai dit, Indiana Jones, c'est en plein Gabon, à 20 minutes de Libreville. On est dans cette belle nature-là. Ouais, Moussa, on peut faire le tour. Hein. Si tu fais le tour, tu vas voir que partout, il y a des tables bancs. On peut s'asseoir. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est juste le bruit de l'eau. C'est juste le bruit de l'eau. Et quelques oiseaux qui viennent, qui sont là. Voilà. Il n'y a pas de bêtes féroces. Il n'y a pas d'animaux qui peuvent inquiéter. On peut passer la journée ici. Il y a peut-être des fourmis, mais c'est tellement beau de voir cette nature vivante-là qui est placée ici. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, c'est cet endroit-là qu'il faudra découvrir de vous-même. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre tout, mais vous allez voir qu'il y a ce qu'on a vu là, c'est peut-être un quart de ce qu'il y a comme en termes de beauté, de nature pure sauvage ici. Voilà. Donc nous allons faire le circuit contraire et c'est par là qu'on va terminer. Et c'est une invitation à venir découvrir cet espace-là. Hein, cet espace-là qui fait partie du patrimoine gabonais, de la culture. Donc il faut venir découvrir. Je suis étonné de voir qu'il y a plein de gens qui viennent. Les élèves de l'école française, de Blaise Pascal, viennent là. Il faut que les écoles publiques viennent là, que tout le monde vienne là, que tout le monde vienne découvrir et prenne un cours justement comme ça pourrait se faire avec les éco-gardes pour découvrir, protéger cette nature-là. J'ai la chance de rencontrer deux dames sportives d'ailleurs, en tenue de sport, qui font ce circuit-là. Je voudrais juste leur poser une question. Vous faites ce circuit souvent? Bonjour, non, on ne fait pas ce circuit souvent. Là, j'ai emmené ma sœur qui est en visite au Gabon. Et du coup, on essaye de venir quand même une fois par mois à peu près. Mais là, on voulait aller jusqu'à la cascade, un peu s'aérer la tête, sortir de la ville. Exactement, nous venons de la cascade. Alors, impression? Moi je vis pas ici, mais c'est plutôt sympa, ça permet un peu de changer d'air, de voir autre chose, et d'être au frais un peu. D'oublier la ville. Oui, c'est ça. Moi je viens de Paris, enfin région parisienne, donc c'est beaucoup de bruit, beaucoup de ville, c'est ça. Revenez chaque fois. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques mots. Voilà, on a la chance, chers téléspectateurs, de rencontrer l'École nationale des eaux et forêts, et en plein cours, qui sont là et qui montrent justement l'attachement que le Gabon accorde à la protection, à la préservation de cette belle nature. Je vais peut-être demander une question à l'un d'entre vous. Quel intérêt y a-t-il à ce que vous veniez ici faire ce cours directement sur le terrain? Bon, d'abord, par rapport à notre formation, si nous venons ici, premièrement, c'est pour identifier les différentes essences que nous avons dans notre forêt ou dans notre patrimoine. Et nous venons également pour savoir comment les exploiter, parce que dans les années antérieures, si on peut dire ça comme ça, l'homme africain ou l'homme gabonais ne connaissait pas la réelle valeur de son bois. Donc maintenant nous allons à l'école, c'est pour apprendre comment l'exploiter, voilà, à travers plusieurs techniques comme l'aménagement. Et l'aménagement, on a plusieurs outils, comme la géomatique, la filière dans laquelle nous sommes. Voilà. Pour l'exploiter, mais également pour la protéger. Protéger, voilà. Pour la protéger, parce que protéger, c'est pouvoir l'exploiter. À long terme. Voilà, à long terme. Mais merci, nous vous souhaitons une excellente journée et de très bons cours, interrompu leur cours, justement pour répondre à notre question. Merci beaucoup, chef et messieurs les professeurs. Et bonne continuation pour les cours. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Met en évidence, nous appelons dans le jargon forestier un chabat en fou. Un chablis, c'est, on va dire... Nous sommes arrivés à la fin de notre visite de cet espace-là, ce bel espace. Je pense que le caméraman lui-même a senti énormément de plaisir à visiter cet endroit-là. On a rencontré du monde. Et voilà, les gens que vous avez vus, ce sont des gens qui nous ont donné leur impression, leurs sentiments sur cet espace-là, qui doit être protégé. C'est une aire protégée et doit rester comme aire protégée, mais un endroit que les gens peuvent venir visiter, un poumon, un espace d'oxygénation qui fait oublier la ville. C'est à 20 km de Libreville. Donc, et vous voyez les gens que nous avons rencontrés, c'est un bel espace qu'il faut venir donc découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et venir chaque fois en amoureux, en famille, tout seul, etc. Pour vous oublier, pour oublier tout ce qu'il y a, prendre un bol d'air.
Merci à Label TV, merci à l'équipe qui m'a accompagné, le caméraman, le véhicule qui nous a amenés jusqu'ici. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Voilà, ce qu'on devait faire, on l'a fait. À vous de venir découvrir cet endroit-là. Voir les choses de visu, c'est mieux que d'entendre un discours. À bientôt. Retour sur le plateau, dernière partie de notre émission, chers téléspectateurs. Innocente va nous parler de son coup de cœur, Fatou Diom, cette franco-sénégalaise qui a publié Le Vent de l'Atlantique et tellement d'autres œuvres, je crois une dizaine, et 11e œuvre, il me semble, aujourd'hui intitulée Les Veilleurs de Sangomar. Les Veilleurs de Sangomar, c'est le dernier roman de Fatou Diom, le dernier roman de cette rentrée littéraire 2019. Et Les Veilleurs de Sangomar, moi quand j'entends Sangomar, je pense à Niodior, je pense à Dionewar. Niodior, c'est l'île natale de Fatou Diom. Et je pense aussi à toute cette petite côte qui va de Joal jusqu'à Sangomar, justement, qui était une pointe. Et à un moment donné, à cause de l'avancée de la mer, c'est devenu une île. Toujours est-il qu'on parle de Sangomar en pensant à cette pointe. J'entends ma grand-mère qui disait qu'il marchait jusqu'au bout de la pointe, quelquefois pour prendre des branchages, pour récupérer des feuilles ou de la résine de baobab nécessaires à la cuisson du tiare, c'est-à-dire le sac avec la farine de mil. Et justement, elle parle de cet ancrage culturel, cet ancrage mystique et mythique dans Sangomar. Sangomar, c'est le Pangol. Sangomar, le Pangol, c'est le génie protecteur du peuple sérère. Sangomar, c'est Roxen. Roxen, c'est le dieu omnipotent. Il est omniscient. C'est-à-dire ce dieu Roxen, ça veut dire que le dieu qui est partout et qui peut tout. Et justement, c'est dans ce roman, il y a une femme qui parle d'un événement douloureux. C'est l'événement qui me dérange. Si on me demandait ce qui me dérange le plus dans ma vie, je dis ce qui me met mal à l'aise, ce qui me rend malheureux, c'est de penser au naufrage du Diola. Tout le monde a eu, d'une façon ou d'une autre, à souffrir de cette catastrophe qui est l'une des plus dramatiques, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas pourquoi sur le plan mondial, on a l'impression que ce n'est pas très important. J'entends même pas. On n'en parle même pas dans le monde et puis c'est pas, il faut faire le deuil, et Fatou Diom nous aide à faire ce deuil en prenant comme exemple cette femme qui dans son roman, l'héroïne, qui dans son roman doit faire Kumba, qui doit faire le deuil de son mari parti avec le naufrage de Diola. Et elle n'entend plus ce que lui disent les psaumes de la Bible, elle n'entend plus psalmodier les versets du Coran. Elle retourne dans la terre de ses ancêtres parce qu'elle ne parle pas bien la langue à laquelle appartient la Bible. Elle ne comprend pas l'arabe, mais elle comprend sérère. Elle repart dans sa terre natale pour faire son deuil. Elle repart dans ses origines pour pouvoir supporter cette douleur qui va l'habiter toute sa vie. Et voilà, cette œuvre-là, Fatou Diom repart aux sources de la tradition sérère, aux sources de la tradition sénégalaise, aux sources des traditions africaines en général, qui nous permettront de nous ouvrir et de guérir de tous les maux qui nous noie. Effectivement, c'est un hommage qu'elle rend à tous les défunts, justement, après ce naufrage de Diola en 2002. Et je suis effectivement choqué comme innocente. On a tellement parlé du Titanic, on parle tous les jours de l'avion 700, je ne sais pas, qui est tombé dans le Pacifique, de Airtel qui a craché, etc. Mais justement, le bateau de Diola a fait plus de 2000 morts. On parle de 1990, mais là, il y a des corps qu'on n'a pas retrouvés parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de ticket. Certaines familles n'arrivent pas à faire le deuil. Mais justement, c'est la pire catastrophe de l'histoire moderne. Et il n'y a pas ce tintamarre que l'on voit quand c'est d'autres décès. Et là, effectivement, il y a comme une volonté de mettre ça sous silence. C'est gênant. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Une sorte de transition vers le deuil. Vers le deuil. En fait, Fatou Diom nous aide les familles parce qu'elle dit qu'elle est entrée dans le vécu des mamans qui ont perdu leurs enfants, d'un mari qui ne revoit plus son épouse, d'un papa qui ne voit plus sa fille. Elle se met dans la situation de ces gens-là pour permettre elle imagine la douleur, la souffrance de ces gens-là, comme elle le dit, parce que ça permet de combler ce manque-là et de vivre, de faire son deuil. Fonction thérapeutique. Voilà, ça permet de se reconstruire. Comment, c'est la question qu'elle se pose, c'est comment se reconstruire avec tout cela. Voilà. Je pense que c'est un bel hommage qu'elle rend à travers l'histoire de Kumba qui a perdu son mari
et comme elle le dit Innocente, qui n'accepte pas, qui ne comprend pas, et qui va à Sangomar, qui est effectivement une île des djinns. Et les défunts représentent les intermédiaires entre les vivants et les morts. Et elle, quand elle va, elle a l'impression qu'elle se confie à ces gens-là, et elle hallucine, elle passe même quelquefois pour une folle, parce qu'elle entend les voix de son mari, elle entend la voix de son mari qui lui parle. Et donc, ça lui permet de faire son deuil et de se reconstruire et de revivre. Voilà. Les traditions africaines sont très puissantes. Il y a une grande capacité de récupération avec les valeurs traditionnelles. En tout cas, moi, je crois que ça a été présenté vraiment de manière sublime. Par une sérère, évidemment. C'est ce qui a fait jouer sa subjectivité sérère. Donc, mais vraiment, fondamentalement, je crois que ça aussi, c'est une interpellation pour les médias, pour tous, j'allais dire, les influenceurs, pour les leaders d'opinion, qu'il y a des choses comme ça qui ne doivent pas être laissées dans les méandres de l'oubli et de la négligence. Et je pense aussi que c'est l'occasion véritablement, je vois que Fatou fait beaucoup de plateaux, et elle le fait avec brio, avec courage, avec beaucoup d'apport. Avec conviction. Un peu partout. Il faut qu'elle en fasse beaucoup plus en Afrique, et quand je dis en Afrique, au-delà du Sénégal, qu'elle vienne un peu partout. Alors nous allons faire tout pour qu'elle puisse venir. Non seulement ici sur la Belle, au Gabon, en Afrique centrale, un peu partout en Afrique. Parce que des icônes comme ça, et c'est ça que j'appelle également le nivellement par l'eau, pour donner confiance à ces jeunes qui aujourd'hui se mettent à l'écriture. Il y a toute une vague de jeunes, y compris de femmes, de jeunes romancières, qui commencent à écrire sur des choses qui sont vraiment extrêmement importantes aujourd'hui et qui nous permettent d'alimenter des contenus audiovisuels à l'heure du numérique. Il faut absolument qu'elle puisse jouer ce rôle-là, j'allais dire didactique, de partage, de la même manière que nous essayons de le faire dans le domaine de l'audiovisuel. Et je pense que ce roman, il faudrait absolument qu'elle organise des séances de signature, de dédicaces, d'explications, et qu'on fasse véritablement le buzz autour de cela. Et ça peut aider également, je pense, toutes ces familles qui se sentiront prises en considération à travers un ouvrage de cette qualité. Fatou Diop, si vous nous suivez, vous avez entendu l'invitation du PDG de Label et nous vous attendons à Label TV. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Je vous remercie et je vous encourage. Innocente, Souley, quelque chose à ajouter? Tout est dit aujourd'hui. Voilà, que de bonheur d'avoir vécu avec quelques instants avec le PDG. Et ensuite, nous avons parlé de Dakanda, cette réserve naturelle, poumon de Libreville, et nous avons terminé par le dernier ouvrage de Fatou Diop. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Au revoir.